Bienvenue dans notre émission La tête dans le cœur. Je suis Alix. Et moi, Caroline. Nous abordons des sujets qui nous concernent tous, avec transparence et humilité. Le tout accompagné par le regard éclairé de Caroline, spécialisée dans le fonctionnement de l'inconscient et la gestion des traumatismes. Allez, on lâche la tête et on va dans le cœur. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hier sur les réseaux, nous avons partagé une petite vidéo d'1 minute. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais on fait ça 3 fois par semaine, des petites vidéos inspirantes sur différents sujets. Donc si ça vous parle, je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux. Et donc on vous a posté une petite vidéo où on vous parlait de l'avantage secondaire. Et pour nous, il était nécessaire d'en faire un épisode parce que c'est une notion qui est extrêmement déjà importante, intéressante, un petit peu complexe et surtout qui nous touche tous et toutes. Et j'aime bien, moi, parler de cette notion-là parce que y a vraiment ça vient apporter un regard vraiment différent sur les situations négatives que l'on peut vivre. Et il y a vraiment, voilà, vous verrez à la fin qu'il peut y avoir vraiment des questions à se poser, notamment une qui permet vraiment de prendre de la hauteur sur des situations et vraiment s'écouter. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, Caroline, c'est quoi l'avantage secondaire ? Alors, l'avantage secondaire, en définitive, c'est quel avantage, quel bénéfice, qu'est-ce qui est positif, même si c'est illusoire, qu'est-ce que je retire de positif d'une situation qui pourtant est douloureuse, frustrante, désagréable, d'une situation, d'une relation. En fait, quel est l'avantage à vivre, à entretenir, à être ou à faire telle chose dans ma vie de négatif, alors que ça cache quelque chose de plus profond. Ok, et la notion de secondaire, du coup, c'est ça aussi qui est parlant. Si on parle d'avantage secondaire, c'est qu'il y a forcément en amont une blessure primaire à cet avantage secondaire. Mais on continue à entretenir quelque chose de négatif, inconscient, ça, de toute manière c'est inconscient, ce processus, ce mécanisme que nous mettons en place est inconscient, il vient nous protéger d'une blessure qui est encore plus douloureuse, plus inconfortable, plus négative à vivre. On va développer pendant cette émission, c'est le but de cet épisode. On va donner des exemples pour vraiment que vous compreniez l'importance de mettre en lumière cet avantage secondaire. Mais si on doit le définir comme ça, c'est vraiment ça. C'est j'ai mis en place un mécanisme de manière inconsciente pour me protéger de quelque chose de plus douloureux qui est dessous. C'est secondaire. C'est forcément la conséquence d'un trauma, d'une blessure, d'une perception négative primaire en dessous. Ok, et ça peut... parce que quand tu parles de situation négative, ça peut se présenter dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans une relation vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être quelque chose de négatif, mais sur le long terme, une situation ponctuelle. Je veux dire, il n'y a pas de temporalité ou de contexte précis à l'avantage secondaire, quoi. Oui, et c'est pour ça que tu as bien dit que nous sommes tous concernés, ou alors nous avons tous forcément à un moment donné vécu l'avantage secondaire pour nous protéger d'une situation. Oui, alors c'est vrai que moi, les premières fois où tu parlais de cette notion d'avantage secondaire, ça me paraissait complètement dingue que dans une situation inconfortable, on va parler négatif aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on aime moins utiliser ce mot, mais bon, dans une situation négative, ça me paraissait fou de me dire, on continue à entretenir cette situation qui, au demeurant, nous fait du mal, entre guillemets, mais parce qu'en fait, de manière sous-jacente, on en retire quelque chose de bénéfique. Ça paraît assez fou. Donc, est-ce qu'on peut peut-être, voilà, là c'est très théorique, peut-être parler d'exemples, peut-être un exemple, c'est ce qu'on disait en préparant l'émission, on va donner que des exemples que Caroline a eu, que ce soit lors de ses séances, lors de ses ateliers, etc., pour vraiment vous montrer à quel point c'est fort et surtout parce que je sais que ça peut être un petit peu
peut-être difficile à conscientiser le fait que dans une situation négative, il y a du positif. Donc là, au moins c'est concret et c'est que des choses que soit on a vécues, soit en tout cas, Alors, toi, c'est tu as fort, connu en séance. c'est fort et ça peut être très subtil en plus de ça. Donc, ça demande, c'est vrai, une écoute assez consciencieuse là, parce que vraiment, ça touche tous les domaines de notre vie. Non, mais ça, on va y revenir. Alors, un exemple, je suis une femme adulte et je suis sans arrêt en train de m'occuper des autres, quels qu'ils soient, de mes proches, de mes amis, des gens qui comptent pour moi, admettons. Je suis sans arrêt en train de m'occuper des autres, à tel point que je me sacrifie. Je suis dans la dévotion pure et dure vis-à-vis des autres et je m'en oublie complètement moi-même. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est un schéma, un mécanisme que je mets en place qui, à un moment donné, forcément, pour relever l'avantage secondaire, il faut que j'ai la prise de conscience que ce schéma que je suis en train de vivre m'est néfaste, que je ne veux plus le vivre aujourd'hui. Donc, il faut forcément avoir une prise de conscience. Mais dans ce cas-là, cette personne a la prise de conscience, vient en séance et me dit « Je suis sans arrêt dans le sacrifice de moi-même pour les autres. » Depuis quand ? Depuis toujours. Donc, elle entretient ce schéma. C'est un avantage secondaire qui vient masquer une blessure bien profonde si elle va là-dedans. Ça peut être quoi comme blessure, le fait de s'occuper des autres? Ça vient masquer quoi? Une peur de quoi? Ou une non-envie de quoi? Cette personne s'occupe sans arrêt des autres. Pourquoi ? Parce qu'elle a l'impression de n'exister qu'à travers ce pattern-là qu'elle met en place. C'est-à-dire qu'elle s'occupe des autres en permanence car elle a l'impression d'être utile. Oui, donc si elle n'est plus utile, elle n'est plus rien. Si elle n'est plus utile, elle n'est plus rien. Oui, ça je pense que c'est... Pardon. Je pense que ça, c'est un exemple déjà qui parlera beaucoup. Et un autre exemple qu'on trouvait intéressant, c'est vis-à-vis notamment des enfants, qui, eux, sont beaucoup plus directs dans cette notion d'avantage secondaire parce qu'ils calibrent très vite le comportement à adopter pour pouvoir entretenir, justement. Vas-y, si tu veux l'expliquer, celui-là. Oui, on parlait notamment d'un enfant pour qui l'école se passe pas bien, pour X ou Y raison, et tous les dimanches ou tous les lundis matins, il est malade, quoi. Donc, de prime abord, c'est une situation qui est désagréable pour lui parce qu'il est malade et que personne globalement aime être malade, je veux dire, c'est un fait. Mais lui, l'avantage secondaire sous-jacent à cette maladie, c'est qu'il va pas à l'école. Et ça, ça peut être aussi direct et facile à comprendre, entre guillemets, que ça. Et ce qui est en plus d'autant plus fort avec cet exemple, et on en parlait dans le dernier épisode sur les mots du corps, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est que le corps physique peut aussi se manifester de manière, du coup, toujours un peu désagréable ou négative, parce que c'est de ça dont il s'agit, pour justement continuer à permettre d'entretenir cet avantage secondaire. Donc ça, c'est encore d'autant plus puissant, quoi. Oui, on est capable de somatiser quelque part des symptômes physiques jusqu'à des maladies un peu plus profondes pour éviter d'être confronté à une autre situation, mais qui, elle, est encore plus désagréable que celle de vivre la maladie. Dans ces cas-là, l'enfant, il a compris que si il était malade, eh bien, il restait avec maman, papa, mamie, la nounou, mais en tout cas, au moins, l'avantage dans cette situation, c'est qu'au moins, je ne vais pas à l'école et je ne vais pas être confrontée aux problèmes primaires, quels qu'ils soient, rencontrés à l'école. Ok. Et donc, parce qu'on va vite devoir aborder la question à se poser dans ces cas-là, parce que pour expliquer les exemples, c'est quand même beaucoup plus pertinent. Quand on a l'impression d'entretenir un schéma d'avantage secondaire, ou en tout cas qu'on se voit entretenir une situation négative et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, comment est-ce qu'on peut... qu'est-ce qu'il faut se demander ? En fait, il y a une question, mais c'est vraiment... c'est une question en or, vraiment, si en son âme et conscience, on se la pose. C'est quoi le risque si cette situation s'arrête ? C'est quoi le risque si cet avantage secondaire cesse ? C'est quoi le risque si demain, j'arrête de m'occuper des autres, par exemple ? C'est quoi le risque si tu vas à l'école, toi, petit enfant qui est malade là ? C'est quoi le risque si la relation que j'entretiens avec mon partenaire de vie qui est devenue toxique, par exemple, cette relation, c'est quoi le risque si j'arrête cette relation ? Et sans arrêt se poser la question, c'est quoi le risque si finalement j'atteins ce que j'ai envie de vivre ?
Oui, ouais, alors moi je sais que j'adore cette question parce que au-delà de l'avantage secondaire, elle est vraiment valable pour tout. Et pour le coup, pour une fois, c'est quelque chose de concret à se poser. Je veux dire là, c'est quoi le risque? C'est concret, on a une question. Et si on est vraiment honnête et à l'écoute de la réponse, bah, c'est la bonne réponse. Moi, j'ai vécu récemment une situation de gros avantage secondaire qui était celui de... Je n'arrivais pas à mettre en place un projet qui me tenait à cœur, un projet professionnel, autre que la tête dans le cœur. Et j'ai compris à travers un travail et en me posant la question de c'est quoi le risque si ce projet aboutit et en plus de ça réussit. C'est que pour moi, c'est mon rêve et dans mon inconscient, de par notre histoire, etc., si j'atteins mon rêve, je meurs en fait. Donc mon cerveau, enfin mon inconscient en tout cas, me protège parce que lui... Enfin, pour moi, si le rêve est atteint, ça y est, le jeu de la vie est fini et c'est la fin quoi. Donc du coup, évidemment que par protection, je ne mets pas en place cette chose-là parce que ça inviterait quelque chose d'autant plus grave que le fait de ne pas atteindre mon rêve. En fait, c'est ça, c'est important ce que tu dis, c'est que même si la situation est inconfortable, douloureuse, très douloureuse, frustrante, très négative, très dure à vivre, ça reste une protection que notre inconscient, que notre corps aussi, tout est lié, met en place pour nous protéger de quelque chose qui est encore plus difficile à vivre. Et ça permet quand même une bienveillance envers soi-même quand on capte ça, que tout ce qui est mis en place, même si c'est difficile, c'est une protection. Et donc, ça peut se manifester par plein de choses, par des blocages, par des maux physiques, et on va se trouver des excuses. Oui, mais j'ai pas le temps de faire ce projet. Oui, mais on va essayer peut-être de trouver des alibis à l'extérieur qui disent mais regarde, j'aboutis pas à ce projet parce que il y a plein d'éléments extérieurs qui m'empêchent de. Ok, mais peut-être que je l'ai créé, ces éléments, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, pour m'empêcher, comme tu dis, d'aboutir à ce projet. Ah, mais il y a toujours des éléments extérieurs. Moi, il y a toujours une bonne raison. Je m'y mets un enfant malade, je décide de m'y mettre, et ben tu peux être sûr que c'est le jour où il va y avoir une coupure d'électricité. La personne qui se charge du projet, finalement, elle n'est plus disponible. Enfin, et effectivement, on pourrait se dire... mais en fait, la vie s'acharne, entre guillemets, sur moi. Et on en parle dans une petite vidéo sur les réseaux. Si on décide de mettre notre focus sur ça, bah, mais moi, en fait, est-ce que... Comme on sait qu'on est créateur, pourquoi est-ce qu'il m'arrive tout ça alors que j'ai envie? Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant et c'est d'autant plus... je trouve par moment, quand vraiment la situation est très désagréable, c'est difficile d'imaginer que c'est pour nous protéger de quelque chose d'encore plus désagréable. Et typiquement, tu peux nous donner peut-être l'exemple de quelqu'un qui avait une maladie, une grave maladie. Ça, je pense que c'est assez parlant. Une dame d'une 60aine d'années, à un moment donné, a développé un cancer. Et puis, son mari travaillait beaucoup, très peu présent à la maison. Ses enfants, devenus grands, adultes et autonomes, étaient partis vivre à l'autre bout de la France, donc très loin de chez elle. Et puis, à un moment donné, le cancer se développe en elle. Et ce cancer dure, etc. Et puis un jour, elle essaye quand même de comprendre en grande conscience ce qui se passe dans sa vie et pourquoi elle vit ce cancer qui dure. Et la question, dans ces cas-là, c'est... et c'est exactement la même chose, c'est quoi le risque si demain tu guéris de ce cancer ou quel est l'avantage que tu retires à vivre cette expérience du cancer? Et cette dame a répondu de manière très spontanée, depuis que j'ai la maladie, que je vis cette maladie, mon mari travaille beaucoup moins, est plus présent à la maison, mes enfants se sont rapprochés de mon lieu géographique et sont beaucoup plus présents. Ok, donc le risque si elle guérit, c'est que tout le monde reparte dans ses activités et que cette femme se sente seule, profondément seule. Mais ce qui lui arrive aujourd'hui à cette dame a pris sa source dans son enfance. Et elle est là la blessure primaire en fait, qui après va se développer plus tard comme un avantage secondaire. Mais l'idée, quand on a pris conscience, ah oui, mais en fait je me rends compte que si cette situation s'arrête, si je guéris, eh bien je vais être confrontée à la douleur de la solitude de la petite fille qui peut-être manquait d'attention, d'amour, etc. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler qu'à partir de 21 ans, dans tous les cas, c'est que des schémas répétitifs et qu'il est évident que du coup, la blessure profonde, elle puise sa source dans notre enfance. Je veux dire, bon, ça, toujours. Je crois que maintenant, on l'a... Avec nous, je pense que les gens l'ont compris. Je pense qu'on l'a compris. Mais c'est hyper important de prendre conscience que cette situation-là, je n'en veux plus.
Parce que sans prise de conscience, l'avantage secondaire, on peut finir sa vie avec. Enfin, j'ai envie de te dire, si on est bien là-dedans et qu'on continue à entretenir ça, bon, ça, c'est un choix. Mais vraiment, par exemple, on va donner un autre exemple. Je connais une femme qui désire avoir un enfant. Avec son mari, elle désire avoir un enfant. Sauf qu'elle se rend compte que son corps a développé une maladie qui fait qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle ne pourra jamais, soi-disant, avoir d'enfant. Et donc, cette femme comment dirais-je, va réussir à concrétiser ce projet d'un enfant par le biais de la médecine. Ok. Sauf que moi, quand je discute avec cette femme, pendant qu'elle était dans cette quête de « mais comment ça se fait, j'arrive pas à avoir d'enfant, etc. » jusqu'à ce qu'on lui pose le diagnostic de la maladie, qui pour moi est une protection que son inconscient a mis en place pour surtout éviter d'avoir un enfant, je lui ai posé la question, c'est quoi le risque si demain tu as un bébé? C'est quoi le risque si demain tu es enceinte? Et instantanément, elle m'a dit, eh bien, j'ai peur que mon mari s'en aille. Donc là, c'est intéressant de se poser cette question. Quelle est l'histoire de cette maman? Qu'est-ce que cette maman a vécu quand elle était dans le ventre de sa propre maman? Et il s'avère que lorsque sa propre maman a su qu'elle attendait un bébé, son mari est parti. Donc cette petite fille a grandi toute seule avec sa maman. Et donc là, c'est hyper intéressant de voir que son inconscient, son corps a développé quelque chose de désagréable, puisque c'est une maladie qui l'empêche d'enfanter, c'est une maladie douloureuse que beaucoup de femmes vivent. Mais c'est là, en termes de protection, je te protège, parce que si demain tu as un enfant, tu as une peur encore plus profonde que ton mari s'en aille et que tu élèves cet enfant seul. Bon, après, chacun suit son cours vis-à-vis de ça. En attendant, à partir du moment où il y a la prise de conscience, eh bien, on peut aller travailler vraiment en profondeur sur la blessure primaire. Et quand celle-ci est levée, eh bien, on peut avoir un enfant de manière tout à fait fluide et naturelle. Moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. On a essayé d'avoir notre premier enfant pendant 1 an. J'ai fait ma toute première séance de DT en ce sens. Et la thérapeute m'avait demandé de mettre 5 émotions négatives à l'idée d'être enceinte. Ce qui me paraissait complètement aberrant parce que je lui dis mais ça fait 1 an que j'essaie d'avoir un bébé, donc c'est évident que j'en trouverai pas un seul. Bon, je vous le donne dans le mille. Il y a 7 trucs qui sont sortis, j'en avais même plus. Donc on a travaillé sur la blessure la plus forte, après on a libéré dans le passé, etc. Et je suis tombée enceinte dans la foulée. Je dis pas que mon vécu est le vécu de tout le monde, je dis juste que moi, au niveau de l'avantage secondaire, c'était évident que pour moi, au premier degré, j'ai envie de dire, il n'y avait aucune raison que je ne veuille pas être enceinte, parce que c'est ce que je désirais le plus fort. Mais quand on nous met devant... Enfin, quand on se met, du coup, en plus, parce que c'est pas on nous met, c'est on se met... Quand on s'autorise enfin à se dire, ok, alors, et qu'on est vraiment honnête avec soi-même, on se rend compte que de manière sous-jacente, il y a quand même toujours un avantage, ou que ce soit vis-à-vis de gagner de l'argent, par exemple. Ça, c'est aussi un exemple qui est très fort, où on se rend compte qu'en fait, ça, t'en as plein. Alors oui, je rêve d'avoir de l'argent, je veux beaucoup d'argent. Alors au-delà des blocages inconscients qui font que j'ai des difficultés à attirer l'argent à moi, de par peut-être les croyances que j'ai entendues véhiculer durant mon enfance autour de l'argent, etc. Mais j'ai envie d'argent dans ma vie, mais malgré tous les efforts que je procure, j'ai toujours un problème qui fait que j'ai jamais d'argent. Simplement se poser la question, ok, demain, tu vis dans l'abondance d'argent, l'argent est là, présentement, etc. C'est quoi le risque d'en avoir ? Et après, il peut y avoir plein de raisons. J'ai peur qu'on profite de moi, j'ai déjà entendu. J'ai peur que tout parte d'un coup. J'ai peur de mal gérer mon argent et que du coup, je me retrouve une fois de plus dans la galère. Après, les réponses viennent, elles viennent du cœur, elles viennent de nous parce qu'elles sont enregistrées depuis une blessure vécue il y a X années. En fait, la question à se poser, c'est... Ça fait des années, par exemple, que peut-être j'ai tout essayé, j'ai tout fait... j'ai mis en place, mais que ce soit un acharnement thérapeutique avec la médecine ou avec des soins énergétiques ou avec des soins spirituels ou peu importe, avec une psychologue par exemple, ça fait des années que je me traîne sans arrêt ce même schéma négatif, toxique que je répète et je n'arrive toujours pas à atteindre l'objectif que je veux ou je n'arrive toujours pas à être cette personne que je veux. Il y a forcément un avantage secondaire, il y a forcément... quelque chose qui fait obstacle à la réussite. Sinon, il n'y a aucune raison qu'on n'obtienne pas ce qu'on veut. Et à partir de ce moment-là, se poser la question, ok, si j'ai vraiment ce que je veux, quel est le risque en dessous? Et rien que ça, je vous assure, c'est au-delà de la prise de conscience. Le déclic est là. Et là, ça peut même disparaître et se dissoudre, quoi.
Si c'est vraiment vécu en son âme et conscience, c'est très très fort et très puissant. J'ai eu une personne qui était en surpoids. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire parce que c'est vraiment important. Une personne était en surpoids, elle vient me voir, j'étais sa dernière chance, et elle me dit, ça fait 10 ans, 15 ans que je suis des régimes, que je fais du sport, que je mange équilibré. Et malgré tout ça, je n'arrive pas à me libérer de ce poids. Je lui ai posé une question. Demain, tu as le poids de tes rêves. C'est quoi le risque? Alors au début, vu qu'on n'est quand même pas habitué à ce genre de questions, ça tique un petit peu. Mais quand vraiment elle rentre dedans et que je lui dis, c'est quoi le risque de faire ce poids-là? Tout de suite, elle m'a dit, mais le risque, si je suis très mince, eh bien, je vais séduire, je vais attirer le regard de l'homme. Ok, et c'est quoi le risque d'attirer le regard de l'homme? Eh bien, c'est qu'il abuse de moi, etc. Parce que, enfant, elle avait vécu quelque chose de cet ordre-là. Mais à partir du moment... Mais le poids, c'est pareil, c'est une carapace que le corps nous met pour nous protéger d'un danger dans tous les cas. Donc, c'est quoi le risque si demain, je m'allège de tout ce poids? C'est quoi le risque si je fais le deuil de cette personne? Eh bien, c'est peut-être que j'ai peur que je n'ai plus de lien d'attachement avec cette personne et j'ai l'impression que d'entretenir cette tristesse, ça me garde un lien avec elle. Tu vois, c'est vraiment à mettre, à exposer dans tous les domaines de sa vie. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de tout faire à la maison, l'homme ne prend pas sa place dans les tâches ménagères ou peu importe dans quoi dans la maison. En tout cas, la femme a l'impression de tout porter dans la maison. Et demain, on va lui dire, ok, mais c'est quoi le risque si tu arrêtes? Si tu lâches prise avec ça? Si tu te prends un bouquin et que pendant 2 heures, tu fasses rien sur ton canapé et que tu sois pas sans arrêt toujours en train de faire quelque chose? Ben, le risque, c'est que j'ai déjà peut-être pas l'habitude de me retrouver face à moi-même. Ok, et ça fait quoi d'être face à toi-même? Ben, moi, j'ai peur. Quand je suis confrontée à moi-même, j'ai mes angoisses qui remontent, par exemple. Bon, ben voilà, on a mis le doigt sur quelque chose. Oui, moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé vis-à-vis de la maternité, où j'avais envie de m'occuper de tout gérer. Et on a vite fait, du coup, de dire à l'autre, oui, tu fais rien, t'as vu, c'est moi qui gère tout. Et puis tu peux être sûr que la fois où il fait le sac à langer, il va oublier les 3 quarts des trucs parce que énergétiquement, c'est comme ça. Et quand on réalise que si... moi, au cas, quand j'ai réalisé que si je lâchais cette part pour laisser la place au papa, bah, ça venait me déstabiliser dans mon rôle de maman parce que le fait de faire des choses pour mes enfants, c'était concret, alors que la mère que j'étais dans l'être, elle était encore très fragile. Donc ça se manifestait par le côté de faire. Et donc, s'il faisait pas... s'il faisait à ma place et si je faisais pas, il m'enlevait finalement une partie de ce que moi je faisais. Mais en même temps, cette situation, elle était insupportable parce que j'étais fatiguée et que du coup, bah, on s'engueulait et que du coup... Donc c'est vraiment ce truc de... Quelque part, on a un peu l'impression que des fois, c'est choisir entre la peste ou le choléra, alors que non. On se dit, oui, mais le risque, il est encore plus fort. Bah non, parce qu'en fait, on va le libérer. Ouais, et après, c'est... Parce qu'il y a ça aussi, c'est pas parce qu'on a mis le doigt sur l'avantage secondaire, c'est évident que derrière, bah, faut en faire quelque chose. Voilà, faut en faire quelque chose, parce que sinon on se retrouve finalement avec cette double information de j'ai entretenu quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui me fait encore plus peur de sous-jacent. Voilà, on s'auto-flagelle pas, je veux dire, on est prêt à libérer les choses quand on est prêt à les libérer, donc dans tous les cas, mais ce qui est hyper fort aussi avec la question c'est quoi le risque, c'est que bon, là on parle de l'avantage secondaire, mais c'est vrai qu'elle est valable, j'ai envie de dire, dans plein de situations, notamment pour faire des gros choix de vie, par exemple. C'est quoi le risque si je décide de déménager? C'est quoi le risque si... on parlait en préparant l'émission, par exemple, des personnes qui restent dans un travail dans lequel elles ne sont pas épanouies. C'est quoi le risque si je quitte mon travail? Alors, c'est peut-être pas tellement un... En fait, c'est toujours un avantage secondaire, finalement. Cet exemple. Je suis dans un travail qui, aujourd'hui, ne vibre plus avec moi, avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie de ressentir, tout simplement, quand je vais au travail. Avec mes collègues, ça se passe pas bien. Enfin, il n'y a rien qui va. Et puis en plus, plus je vais résister contre ça, plus ça va persister, ça va grossir. Mais je continue. Et je vais me plaindre. Et que ça ne va pas, etc. Ouais, mais j'ai pas le choix. Enfin bon, on va sortir plein de choses. Ok, mais c'est quoi le risque si demain tu quittes ce travail? Bah, le risque, j'en sais rien moi. C'est que je sache pas je sais pas ce que j'ai envie de faire, par exemple. Ou... il peut y avoir plein de raisons d'ailleurs. Mais toujours se poser la question. Mais dans tous les cas, ça reste un avantage secondaire puisque je continue à vivre une situation qui est inconfortable ou douloureuse ou toxique ou pénible, en tout cas. Et c'est assez parlant parce qu'il y a des fois dans la vie où on vit des situations d'avantage secondaire, où la vie, entre guillemets, nous sort de cette situation. Et souvent, a posteriori, on se dit, bah, tu vois, c'était un mal pour un bien. Finalement, c'était un mal pour un bien, c'est un peu cette notion d'avantage secondaire, dans laquelle on nous a
bon, après, on n'en sait rien, on voit midi à sa porte, mais dans laquelle on s'est sorti moi, je prends l'exemple, par exemple, d'avoir été licenciée enceinte. De prime abord, c'est une situation catastrophique. On est licencié, enceinte, hein. Mais avec du recul, c'était un mal pour un bien parce que, évidemment, que c'était mon chemin de vie et que c'était... Après, je sais pas si à l'époque, je voyais ça comme un avantage secondaire, tu vois, j'en sais rien, du coup. Je sais pas si c'est vraiment ça. Non, mais après, on se rend compte peut-être après aussi. Mais je veux dire, c'est aussi un peu... C'est souvent qu'à posteriori, on se rend compte qu'une situation qui était vraiment très difficile à vivre, on en a retenu du positif. C'est un peu la même chose, au final. C'est être capable de faire d'une situation désagréable, du moment où on met le doigt sur l'avantage secondaire et qu'on s'en libère, c'est OK, c'est comprendre que quand il se passe des choses négatives dans ma vie, c'est pour, justement, mettre en évidence... du positif qui va arriver si je décide d'emprunter le chemin de la libération, etc. Après, ça peut être dans des choses complètement plus anodines, un peu plus légères, entre guillemets. Moi, je déteste aller chez le dentiste. J'avais rendez-vous chez le dentiste. Comme par hasard, je n'avais pas de voiture ce jour-là. Personne ne pouvait m'emmener. Je n'ai surtout pas insisté pour aller chez le dentiste. Et ça m'a bien arrangé. L'avantage de ne pas avoir de voiture et que personne ne m'amène, c'est que j'ai dû décaler le rendez-vous de mon dentiste. Et de le fait de décaler, j'ai pu me mettre en préparation pour aller à ce rendez-vous parce que pour moi, c'est vraiment une horreur. Eh bien, c'était un avantage secondaire. J'en sais rien. Moi, je tombe en panne et pourtant, j'avais un entretien qui me faisait énormément stresser. Eh bien, est-ce que l'avantage d'être tombé en panne, ça t'a pas évité d'aller à l'entretien et d'être confronté à ça, par exemple, et peut-être, du coup, mieux te préparer pour le prochain? C'est plein de petites choses comme ça, mais on est des créateurs. De par l'énergie que nous véhiculons, nous créons sans arrêt ce qui se manifeste dans notre vie. Donc, on est capable... Alors là, vous allez dire, ouais, mais bon, la voiture est tombée en panne, c'est quand même pas moi qui l'ai créée. Eh bien, qu'on le veuille ou non, qu'on le croit ou non, de par notre vibration, on peut en tout cas mettre en place quelque chose qui va faire que ça va être obstacle pour atteindre cet objectif qui nous fait peur, par exemple. En fait, c'est que ça. Mais c'est hyper intéressant. Oui, c'est vraiment poser un regard sur l'ensemble. Alors après, pas faire ça tous les 4 matins non plus. Bien sûr. Voilà, on est d'accord que sinon on s'en sort pas. Mais en tout cas, quand vraiment, si on le relève, c'est que potentiellement cette situation ne nous convient pas. C'est vraiment poser un autre regard sur... les épreuves, on peut dire peut-être, sur les moments de creux de la vie, les moments difficiles. Et ça permet aussi déjà peut-être d'être plus doux, ça permet de poser un regard plus doux sur les moments difficiles, et ça permet d'être plus doux avec soi aussi dans notre réaction. On ne se rend pas compte, mais cette notion d'avantage secondaire, finalement, elle englobe, c'est ce qu'on disait en introduction de la vidéo, c'est quand même très puissant, cette question de c'est quoi le risque, c'est très puissant. Faites l'essai avec peut-être vos partenaires de vie, avec vos enfants ou même avec vos amis, quand quelqu'un entretient une situation négative et qu'elle s'en plaint, lui dire mais c'est quoi le risque si tu sors de cette situation, et vous verrez si la personne est prête à aller dans ce qu'il faut, qu'il y a toujours quelque chose de sous-jacent. Si oui, comme tu dis, on est honnête. Oui, si on est prêt à aller dedans, tout à fait. C'est comme il y a des personnes qui sont sans arrêt en train de se plaindre et qui sont des victimes. Elles incarnent la victime en permanence parce que dès qu'elles se plaignent, eh bien, elles ont des gens autour d'eux qui viennent, ah oui, mais je te comprends, etc., etc. Et puis, à un moment donné, la personne, elle se rend compte que, elle en a peut-être marre, en fait, d'être dans cette situation-là. Non pas qu'elle a conscience qu'elle joue la victime, mais elle a marre d'être avec ses ressentis un peu dépressifs, etc. Mais demain, tu lui dis, mais c'est quoi le risque si tu arrêtes d'entretenir ce rôle de victime? Eh bien, elle a peur que les autres ne s'occupent plus de moi. Voilà, ça peut être aussi simple que ça, en fait, finalement, la réponse. Et on est tellement le nez dedans qu'on n'a pas suffisamment de recul sur ce qu'on est en train de vivre. Et de par ce déclic, vraiment, ça peut aller... ça ouvre la porte à une libération vraiment profonde. C'est hyper important, cette notion. C'est pour ça qu'on a voulu en faire un épisode. Parce que c'est pas en 4 phrases qu'on pouvait expliquer tout ce qu'on est en train de dire là. Et on le sait pertinemment que tout le monde est confronté. Soit en ce moment, soit l'a été, à une situation... désagréable, et la question c'est de se poser un avantage secondaire, la question c'est de se poser c'est vrai que ça fait un moment que j'ai envie de ça et que finalement je ne l'ai pas, c'est quoi le risque si je l'ai? Tu parlais du fait que tout le monde était confronté, il y a un sujet, l'harcèlement scolaire, qui est de plus en plus dont on parle de plus en plus. L'harcèlement scolaire, qu'est-ce qui nous amène à harceler les autres, ou en tout cas à participer à un harcèlement scolaire vis-à-vis de quelqu'un? C'est que si c'est l'autre, c'est pas moi, quoi. Donc l'avantage secondaire à être peut-être méchant avec quelqu'un et à entretenir et à faire ce rôle de bourreau, même si on n'est pas forcément
Bah, c'est moins pire d'aller, même si on le fait pas en conscience, c'est moins pire d'être méchant avec l'enfant en face, parce que si c'est pas lui, c'est quoi le risque de prendre la défense peut-être de cette personne qui se fait harceler? C'est quoi le risque de pas rentrer dans ce schéma de l'harceleur? On le voit bien, hein, ce groupe. Bah, c'est que si c'est pas lui, c'est moi. C'est pas elle, c'est moi. Donc je préfère à la limite. Il y a aussi des situations dans lesquelles on va se placer. Dans cette situation de bourreau. Enfin, je pense à cet exemple-là parce que il y a une peur en dessous. Oui. Si je suis pas influencée par, je fais pas partie de la bande des harceleurs. Bah, comme tu dis, déjà moi j'ai peur de me retrouver de l'autre côté. Et puis j'ai peur que ce soit plus mes copains. Enfin, c'est ça, c'est tellement simple. Parce que pour désamorcer des situations, peut-être avec des enfants ou des ados. Ça peut être hyper intéressant. Alors peut-être que leur poser la question c'est quoi le risque pour les enfants, c'est peut-être encore un petit peu compliqué, et encore que j'en sais rien franchement. Mais voilà, c'est vraiment une clé pour soi, pour aussi peut-être en tant que parent dans le couple, qui est quand même hyper puissante quoi. Mais une fois de plus, il est important de reprendre ses responsabilités, parce que si on part du postulat que tout vient de l'extérieur et que c'est le hasard et que c'est la vie qui fait des choses contre moi, ça vient de l'extérieur et ça vient à l'intérieur, alors que fait tout part de l'intérieur et on crée en permanence notre extérieur. Mais ça va être le sujet d'une vidéo qu'on va un petit peu plus approfondir, mais bien se rappeler que c'est nous qui créons sans arrêt les événements qui se passent dans notre vie. Donc, reprendre sa responsabilité. Et après, c'est savoir si on a envie de se séparer de ces schémas ou non. Oui, ça s'inscrit quand même dans un tout, c'est-à-dire de quelle manière je vois la vie. Mais en même temps, je pense que la notion de l'avantage secondaire, ça peut être un point de départ à cette ouverture, avec cette question, c'est quoi le risque? Parce que le jour où on percute, qu'on a entretenu une situation négative, moi, ça a été mon point de départ dans mon évolution personnelle, par exemple. Voilà, ce que je partageais tout à l'heure vis-à-vis de ma première séance de détachement traumatique, c'était là-dessus, et j'ai pris conscience de la puissance de mon inconscient et à quel point... Tu veux dire ça aide à reprendre la responsabilité? Oui, c'est ça. Ça aide à conscientiser que nous sommes créateurs de ce qui se passe. Tout à fait, ça vient. Et puis surtout de se dire, ok, en fait, il y a toute une partie de... Si je m'écoute pas, si je reste focus sur les éléments extérieurs, bah, en fait, je passe à côté de toute une partie de mes ressentis. Mais c'est incroyable. Hein. Et puis, c'est vraiment dans des choses du quotidien, j'en sais rien. C'est quoi le risque si je fais de l'autorité avec mes enfants, par exemple? J'ai peur qu'ils m'aiment plus. C'est quoi le risque si je dis ouvertement ce que je pense à mon mari ou à ma femme, des choses que je traîne en moi depuis tout le temps, mais j'ose pas parce que j'ai peur du conflit, peut-être parce que j'ai peur qu'elle m'abandonne ou qu'il m'abandonne. Ça vient désamorcer plein de choses, cette question. C'est quoi le risque si je vais vivre à l'autre bout du monde, réaliser un rêve vraiment profond que j'ai au fond de moi? Le risque, c'est que je laisse mes proches et j'ai peur qu'ils soient malheureux ou peu importe la raison. Mais c'est hyper puissant, cette question. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous invite vraiment à vous la poser pour des petites choses qui vous semblent désagréables, inconfortables, que ce soit du quotidien ou des choses un petit peu plus lourdes. Bon. Tu voulais rajouter autre chose sur cette notion d'avantage secondaire? Non, il me semble qu'on a vraiment fait le tour et je pense que les gens ont compris le principe. Et c'est vrai que je trouve qu'on en parle finalement très peu. Et on s'en veut pas, hein, d'ailleurs, c'est pas le sujet, hein, c'est juste, ok, maintenant que j'ai entendu ça, qu'est-ce que moi je vais en faire? Parce que l'idée, c'est d'en faire quelque chose, hein, c'est toujours pareil, c'est pas les expériences qui comptent, c'est qu'est-ce que je retire de l'expérience, qu'est-ce que je retire de ce que je viens d'entendre, voilà. Donc moi, je vous invite vraiment à nous laisser des commentaires si vous en avez envie, et puis partager avec nous, Oui, c'est un sujet qui invite à l'échange, donc vraiment, sentez-vous libre de nous écrire en commentaire peut-être des réactions, des questions que vous pouvez avoir. Soit on peut en faire une autre vidéo de manière anonyme et y répondre, soit on peut vous répondre directement, on répond à tous les commentaires. Donc vraiment, je vous invite à nous solliciter. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, parce que c'est ce qui fait aussi la richesse de la tête dans le cœur. Eh bien, écoutez, merci pour l'écoute. On espère vraiment que ça a pu semer des graines en vous, ou du moins ouvrir des espaces peut-être de compréhension et de conscience qui permettent toujours, une fois de plus, c'est notre objectif à nous, de vous rapprocher de vous-même, de vous rapprocher de qui vous êtes réellement, afin d'attirer la vie que vous voulez vivre et plus entretenir des choses qui sont désuètes. Mais seul vous pouvez changer les choses. T'as quand même réussi à caler le mot désuète dans la vidéo. pas mal. Et puis voilà. Puis encore une fois, nous, on poste des vidéos sur les réseaux. Donc si vous avez envie de nous suivre pour des mini-vidéos et que s'il y a des sujets que vous voulez qu'on développe plus en profondeur, on en a sous le coude. Mais voilà, encore une fois, si vous aussi,
vous avez entendu quelque chose à travers une petite vidéo sur les réseaux et que vous aimeriez qu'on approfondisse le sujet sur un format plus long, je vous invite à nous le dire. Eh bien, à très bientôt les amis. À bientôt. Bonne fin de journée.